Thank you, Angelique and Amen, for this musical opening of the meeting. Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished heads of state and government, Excellencies, dear partners and friends of the World Economic Forum, a very cordial welcome to the 2023 annual meeting. The leadership is the most precious commodity. I established the Wexner Heritage Foundation because I thought it was terribly important that the lay leaders of the Jewish community be intelligent, educated, and informed. We are focused on Jewish leadership. We've been focused on leadership for 25 years, and that's what we do best. Jewish leaders need to know where we have come from as a people in order to be able to guide and lead our people into the future. So we spend a lot of time studying Jewish history. First, let's learn about our tradition, learn about the community, learn some of what's been experimented with, and then think and dream about what can be. Every professor comes in and is able to connect just this huge body of literature and rabbinic teachings. Essentially, what we're doing in this program is giving the members a sense of ownership. This real estate that we call Judaism and Jewish tradition and Jewish community is theirs too. There really aren't adequate words, but we're going to start with hallelujah, which is one way to just say hallelujah. So just repeat after us. Hallelujah. Looking at the expanse of a sky in Colorado or Utah, it triggers your mind to think expansively. I think of being on the top of Aspen Mountain, learning together as a group up there, brainstorming new ideas. If you went to summer camp and you loved it, this is that taste together, with much better food. Going to Israel was the highlight of the entire Wexner experience. The key to the future of the Jewish people lies in the creative, and thoughtful, and respectful interchange between Israel and Jews in the diaspora. I was able, through Wexner, to meet individuals who were at the top of their field. Wexner Heritage members interact with alumni of our Wexner Israel Fellowship Program who are high-level officials in the government and ministries and in the army. Two communities of deeply thoughtful leaders coming together to have sometimes very difficult conversations about the relationship that exists or that doesn't exist or that should exist between North America and Israel. I'm able to have discussions that bring people together instead of fueling the partisan politics that have become part of the discussion on Israel. It has been more than 16 years since a civilian working for the Navy was charged with passing secrets to Israel. Jonathan Pollard pled guilty to conspiracy to commit espionage and is serving a life sentence. At first, Israeli leaders claimed Pollard was part of a rogue operation, but later took responsibility for his work. Now, Fox News has learned some U.S. investigators believe that there are Israelis again very much engaged in spying in and on the U.S., who may have known things they didn't tell us before September 11th. Fox News correspondent Carl Cameron has details in the first of a four-part series. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But
What we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more, half of this cabinet are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. At midday, we are learning more about the relationship between Les Wexner and the disgraced financial manager Jeffrey Epstein. Now, according to the L Brands CEO, Epstein misappropriated millions of dollars from him and his foundation. NBC4's Dan Perlman is live at the Watch 4 Alert Desk with those details. Dan. Yeah, Monica, in light of Jeffrey Epstein's federal indictment on child sex trafficking charges, his relationship with Les Wexner has come under very close scrutiny. Now this letter from Wexner digs even deeper into that relationship. The letter, directed to the Wexner Foundation community, acknowledges that in the early 1990s, Epstein became a trustee of the foundation. Several years later, as it was agreed upon that Epstein would step away from managing the L Brands CEO's finances, Wexner states, and I quote, "We discovered that he had misappropriated vast sums of money from me and my family. It has been well reported Epstein had donated more than $46 million to the foundation." Part of the letter reads, "The widely reported payments Mr. Epstein made to the charitable fund represented a portion of the returned monies. All of that money, every dollar of it, was originally Wexner family money." I want to point out Wexner in this letter reiterates that he's embarrassed that he was deceived by Epstein. This is something I'm still digging into, and I'll bring you more on what we learned tonight at 5 and 6. Local for you at the Watch 4 Alert Desk, Dan Perlman, NBC. Dan, thank you. Welcome back. The Wexner Foundation is pulling all financial support for Harvard over how the Ivy League school has allowed biased comments, statements, and support from campus students who outright voice their support on the Iranian-led Hamas terrorist attacks against Israel. The nonprofit, founded by former Victoria's Secret billionaire Leslie Wexner, is one of many big donors who have pulled money from high-profile universities over this issue. At Harvard, a group of 34 student groups issued a statement blaming Israel's government for the attack. The Wexner Foundation says Harvard's response was invalid and weak because it did not condemn the actions of students. Instead, Harvard President Claudine Gay said the university rejects terrorism and hate. But she also said the school will not sanction people for expressing opposing views. However, free speech supporting violence, death, and any form of terrorism should call for immediate action to expel all students involved. Larry, thank you so much for being here. You heard the description there. You did take issue on X, as it's now called. Explain to us exactly what you found objectionable, at least in Harvard's initial reaction. David, the statement by 30 student groups blaming all violence on Israel was a moral absurdity that appeared to reflect views at Harvard. And I thought it was very important that the Harvard administration, the Harvard leadership, made clear that those students were not speaking for the Harvard community. And at the same time, in the same way that previous leaders flew the Ukrainian flag over Harvard Yard after Putin's invasion, in the same way that Harvard stood with America after 9/11, I thought it was appropriate for there to be a strong Harvard statement condemning in the strongest possible terms Harvard-Hamas terrorism. And after a couple of days without such a statement, I expressed my view publicly, having expressed it privately before. There was an initial statement that, frankly, wasn't very strong and didn't distance Harvard from the student groups. And now I'm glad to report that President Gay has condemned terrorism in strong terms and has distanced Harvard from the 30 student
group. So the kind of leadership response that I was looking for has now happened. There's still a lot of uncertainty and confusion, and so these are not going to be easy days to navigate, and there are agonizingly difficult questions around the response. On the one hand, there's a right of self-defense and a right of response. On the other hand, when Hamas is using human shields, is using hostages as human shields, there are incredibly difficult questions about the appropriate and prudent and morally right response. But it seems to me that if university communities want to make their contribution to that debate, the necessary precondition is that there be absolute clarity of the kind President Biden provided yesterday in the condemnation of terror. And that's why I have been so disappointed, I have to say, in the collective response of America's academic leadership to what has happened. If universities wanted to take the position that they didn't respond to the issues of the day, that they focused on pure scholarship, I could relate to that position. I think there are arguments for that position. But given the number of issues on which leadership at Harvard and other universities have spoken out, to fail to speak out with equal vigor when it is terror towards Israel was, I thought, a real moral failing. Yeah. And I'm glad to see that Harvard has adjusted its position, and glad to see that, to varying extents, other universities are responding. Yeah, and Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 3 décembre 2023. Aujourd'hui, on fait l'histoire profonde du Forum économique mondial et des réseaux mafieux de renseignement et oligarques qui ont construit l'État profond tel qu'on le connaît. Donc, on continue la recension de One Nation Under Blackmail, volume 2, l'union sordide entre les agences de renseignement, le crime organisé qui ont mené à la montée de Jeffrey Epstein par Whitney Webb. Excusez-moi, ça part mal. Chapitre 14, The Dark Side of Wexner's Philanthropy, donc le côté sombre, la face cachée des fondations financées par Leslie Wexner, Jeffrey Epstein et les autres usual suspects. L'origine et la genèse de la fondation Wexner. Développons des leaders. Ça, c'est un thème que Wexner va développer pour lui, de sa propre inspiration avec un petit peu d'aide. On va voir pourquoi. Ensuite de ça, Wexner, Epstein et leurs amis, Henry et Larry de Harvard. Donc, vous avez vu un petit clip de Larry Summers. C'est peut-être lui. On ne sait pas. Développer des Young Global Leaders avec le Forum économique mondial de Davos. Qu'est-ce que le Mega Group et le mystère de la taupe nommée Mega? Est-ce que c'est la même chose, le Mega Group et la taupe Mega? Intéressant. Ensuite de ça, quelle est la mission de l'organisation nommée Hollinger International? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui le sait? Ça, c'est un complot récent, quand j'étais au secondaire. Ensuite de ça, la guerre manufacturée par Leslie Wexner et Jeffrey Epstein.
Donc, on est rendu à mon adolescence, là. On est rendu là. Et c'est très intéressant de voir tout ça. Je vous rappelle à la maison, si vous regardez ça, soit que vous regardez que vous êtes déjà abonné, soit que vous regardez la version gratuite qui va être écourtée d'à peu près 60% des informations. Donc, on ne se rendra pas au Forum économique mondial de Davos si vous avez la version gratuite. C'est 5$ par mois pour supporter mon travail, avoir accès à tout ce contenu-là au complet. Et j'ai quelques abonnés, je vais remercier le monde avant de quitter tantôt. Donc, vous pouvez aller sur yanrojdi.com, mon Substack, yanrojdi.substack.com. Vous pouvez vous enregistrer sur YouTube. Vous pouvez payer par Interact, m'envoyer un virement Interact à mon adresse courriel yan.rojdi@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon Give-Send-Go. Et peu importe où vous envoyez le don, je vais vous débloquer votre compte sur mon site web yanrojdi.com. Des fois, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai pas vu le courriel, par exemple, de John R. Pridmore, sur un pionnier de Luxmedia qui s'est abonné. J'avais pas débloqué le bon courriel quand il s'est abonné, fait que c'est ma faute. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, dans le premier volume du livre, on expliquait la fondation, la prise de pouvoir, le putsch oligarchique de l'État profond qui s'est fait à travers après les 2 guerres mondiales. Pendant, je te dirais, vingtaine d'années, ils ont ils ont concentré leur puissance. Ensuite de ça, à partir de JFK Nixon, il y a eu une guerre civile. Une guerre civile secrète. Un peu comme à l'époque du KKK, Ku Klux Klan, et de ce qu'on appelle l'époque Jim Crow, les lynchages aux États-Unis. C'est un peu... Si on fait un peu de l'histoire profonde, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs guerres civiles. Il y a eu la première vraie guerre civile, la guerre de sécession. Ensuite de ça, il y a eu la période KKK Jim Crow. Ensuite de ça, donc, 3e guerre civile, 2e guerre civile secrète, l'époque JFK Nixon, jusqu'à Carter. Après Carter, 80, Reagan prend le pouvoir. C'est la CIA qui prend le pouvoir et l'oligarchie de l'État profond. Et jusqu'à Trump, on était donc dans une période impériale, hégémonique, oligarchique. Jusqu'à Trump. À partir de Trump, on est retombé en guerre civile. Donc, on tombe dans une 3e guerre civile secrète, 4e au total. Et si on fait de la longue durée, on se rend donc compte que cette oligarchie-là a eu plusieurs générations d'individus qu'ils ont recrutés pour entretenir cette technostructure étatique-là, ce genre d'empire byzantin bis. C'est bon. Si c'est avec le courriel que tu m'as-tu... T'as-tu envoyé un courriel, François? En tout cas, je te débloquerai. Je te débloquerai. Donc, plusieurs successions de générations qui ont peuplé cette technostructure-là. Et on est rendu à la 4e, là. 4e génération. Donc, le premier volume, c'est première, 2e génération. Et on arrive avec la formation de la relève. La gang à Jeffrey Epstein, Hillary Rodham Clinton, les fils Bush, parce que le père, lui, était première, 2e génération. Ensuite de ça, donc le 2e volume, ce qu'on pourrait dire, c'est l'histoire de Opération Jeffrey Epstein. Parce qu'on commence donc les premiers chapitres, c'est le changement de garde. Donc on remplace
les restants de première, deuxième génération de l'oligarchie de l'État profond. Et on les remplace par les usual suspects de la gang à Jeffrey Epstein. Donc, Jeffrey Epstein, on a vu les Gouletta, ça c'est les mafieux qui sont dans l'immobilier de Chicago, qui ont pris de l'expansion partout aux États-Unis. Ensuite de ça, ça fait 2 semaines qu'on est sur Leslie Wexner, qui lui donc avait comme mission de construire l'empire de la mode et de l'immobilier nécessaire pour trafiquer des humains, stocker des humains, utiliser les humains pour des honeypots, des opérations d'influence politique, chantage sexuel de mineurs ou de plus ou moins mineurs, de jeunes adultes, en tout cas au moins. Et la semaine prochaine, c'est l'héritière de l'empire d'espionnage de Robert Maxwell. Donc on va voir l'histoire de la femme fatale Ghislaine Maxwell. C'est vraiment, elle a été éduquée, formée comme espionne. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Semaine passée, on a vu d'où venait la fortune de Leslie Wexner. On a rencontré... on a vu la rencontre entre Epstein et Wexner. On a vu que l'histoire du meurtre de Arthur Shapiro, le petit comptable ou avocat, je mélange tout le temps les deux, qui est en fait l'histoire de 3 meurtres. C'est un genre de pacte de sang mafieux qui a, dans le fond, en faisant cette série de meurtres-là, la gang à Jeffrey Epstein ont cimenté le remplacement, le changement de garde pour prendre en charge les opérations de la CIA et du Mossad en sol américain sur la côte Est et partout aux États-Unis, et aussi en Angleterre et à d'autres endroits. Cette semaine, on voit la nouvelle manière de frauder et faire des fortunes comme politicien, comment financer des opérations d'influence, du trafic d'armes, de drogue, trafic humain, blanchiment d'argent. Donc, on voit un nouveau modèle d'affaires. Un nouveau modèle d'affaires pour bouger de l'argent, faire de l'argent, faire des opérations, financer des opérations clandestines. Ça a commencé étrangement, un peu en même temps, ce boom d'activité. C'est arrivé en même temps que Jeffrey Epstein est rentré dans ce marché-là. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, à partir des années 80, il y a un boom dans l'activité philanthropique. Hein? On se demande pourquoi. Donc, les fondations. Les fondations, c'est ce qui est utilisé pour faire des gamiques et éviter les taxes, les impôts et tout ça. C'est le nerf de la guerre. C'est comme former une guilde. Au Moyen-Âge, former une ville. Tu veux être au Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment de gouvernement central. Même les rois n'étaient pas si puissants que ça. J'ai fait beaucoup de podcasts qui racontent ces situations-là. Même durant la Renaissance, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que les fondations, c'est vraiment l'outil clé pour comprendre la fusion entre les organisations non gouvernementales, philanthropiques, aide humanitaire, les mafias qui trafiquent des humains, des enfants, et les agences de renseignement. C'est à travers les fondations, les think tanks, tout passe par là. C'est là que tu payes tes mercenaires, tes courtisans, tes eunuques. Donc 14.1, il faut qu'on commence
aujourd'hui en parlant du character de Leslie Wexner. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé la semaine passée. J'ai fait allusion donc que c'était un pédocriminel comme Jeffrey Epstein. Et là, il faut mettre en perspective comment lui-même se décrit dans des entrevues dans des médias pour voir à quel point ces gens-là, c'est des psychopathes. C'est des... au minimum des incubes, au maximum des nécromanciens. Vous allez comprendre les allusions. Donc, 14.1, Wexner et son D-Book. D-Y-B-B-U-K. Il faut comprendre qui est Leslie Wexner. Et là, à partir de ce point-là dans le deuxième volume, j'ai commencé à avoir mal au cœur à chaque chapitre où je lisais des trucs. Parce que c'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Là, j'ai écrit what the fuck dans mes notes. Donc, c'est l'année du meurtre de Arthur Shapiro. Leslie Wexner devient milliardaire la même année. Donc, ça cimente leur pacte de sang. Et donc, il lance une campagne de relations publiques pour commencer à s'implanter médiatiquement dans la sphère politique partisane aux États-Unis. Il veut qu'il soit reconnu pour, comme ça, devenir une persona publique. C'est un genre de choses que beaucoup de riches vont faire. On voit même Jeff Bezos, il a acheté un média. Trump, il se crée un média social. C'est comme la routine habituelle. Quand tu deviens très riche, à un moment donné, tu veux être reconnu. Donc, on a le New York Magazine qui fait un profil de Leslie Wexner. 5 août 1985. Le titre de Bachelor Billionaire. Donc, le millionnaire Bachelor, c'est genre le gars pas marié qui crouse beaucoup de filles. On Pins and Needles with Leslie Wexner. Très important, 2 mots-clés ici. Pins and needles. Donc, c'est des pins, des aiguilles. Ça, c'est ça son D-Book. Il ressent quelque chose qui le pique comme des pins et des aiguilles dans la chair. C'est un peu comme l'écorce de la chair de Paul de Tarse, là, Paul chrétien, là, Paul Saint-Paul. Beaucoup de photos d'un Wexner dans la trentaine avec des belles faces. Il embrasse ses amis. Il reçoit des honneurs, les praises de son talent dans le business. Il est tendre, il est gentil dans sa personnalité. Mais un des thèmes centraux dans l'article, c'est A spiritual affliction or mental illness of Wexner depending on the reader's own spiritual persuasion. Donc ça, c'est comment Whitney Webb va caractériser ça. Mais là, elle va citer l'article. Le matin que Leslie Wexner est devenu milliardaire, il s'est levé en worried. Donc, qui était... worried, c'est... worried, c'est... Pas embarrassé, là, mais pas ennuyé. Je trouve que ça ressemble à ça. Là. Il a peur un peu. Mais c'était pas inhabituel. Il se réveille tout le temps de cette manière-là parce que il y a son D-Book. À cause de son D-Book, il se lève tout le temps de cette manière. Il est un peu anxieux, il a peur du futur. Son D-Book, le poke et le prod, il lui donne le itchiness. Le itchiness of the soul. Donc, il y a quelque chose qui tire dans son esprit. Et là, il appelle ça, c'est du yiddish, là, mais le D-Book, il appelle ça le Spielkiss. Donc, le Spielkiss, ça, c'est ce que le D-Book lui donne. Spielkiss, c'est les pins en yiddish. Quelquefois, il part à courir, il s'enfuit
sur les routes. Donc, il essaye de se cacher de son D-Book en faisant de la route. Conduit loin dans ses Porsche. Il s'en va dans un avion. Et là, il revient. Et là, le D-Book est toujours là. Fait que là, tu te demandes, OK, c'est quoi ce D-Book-là? Donc, Whitney Webb est allé enquêter, est allé voir les définitions des mots. Spielkes, c'est des pins, des pics, des aiguilles en yiddish. C'est décrit pour... c'est utilisé pour décrire une énergie nerveuse, impatiente, anxieuse. Ça, c'est une manière de l'interpréter. Mais, l'utilisation précise du mot D-Book, ça va plus loin que ça. Ensuite de ça, Wexner va décrire cette entité apparente à travers l'article comme étant comme ayant une relation intime avec son D-Book. Elle est allée voir dans Encyclopædia Britannica pour creuser le terme D-Book. C'est du folklore juif. Et la définition, c'est a disembodied human spirit that, because of former sins, wanders restlessly until it finds a haven in the body of a living person. C'est littéralement la définition d'un démon, une possession. Une entité qui possède Leslie Wexner. Au contraire de certains esprits dans le folklore juif qui pourraient posséder des qualités positives, comme un magide ou un nibour, à l'inverse de ça, le D-Book est presque toujours considéré comme étant une entité malicieuse. Ce qui mène donc à être traduit en anglais par démon. Ça, c'est l'encyclopédie qui explique ça. L'auteur de l'article de New York Magazine, c'est Julie Baumgold, qui décrit Leslie Wexner, le D-Book de Leslie Wexner comme The demon that always wake up in the morning with Wexner and tweaks and pulls at him. Wexner aurait pu facilement framer l'entité comme étant un writer spirit, donc un esprit qui était plutôt ordonné comme un magide, ou un ancêtre ordonné comme un nibour, righteous ancestors, qui guide sa vie et ses décisions de business. Mais pour son entrevue, il a précisément utilisé un autre terme, le terme D-Book. Donc ça en dit long de comment cette personne-là se perçoit lui-même. Il a affirmé dans une entrevue publiée dans un média, il a précisément utilisé le terme de possession. L'article continue et explique que Wexner a été avec son D-Book depuis son enfance. Son père a reconnu cette entité-là et se référait à ce D-Book-là comme le churning. Wexner en rajoute, il explique que son D-Book lui cause le sentiment il se sent molten et constamment pricked by spiritual pins and needles. Le D-Book aurait quitté quelque temps dans les années 70, revenu en 77 quand il avait 40 ans. Pendant un voyage en montagne au Colorado. Et c'est durant ce voyage-là qu'il a changé sa vie. Intéressant.
Il rajoute durant l'entrevue que son D-book makes him wander from house to house, wanting more and more, and swallowing companies larger than his own. Donc, il veut toujours plus, et il vogue maison par maison. Il veut toujours avoir plus de choses. En d'autres termes, c'est une compulsion qui le pousse à accumuler toujours plus d'argent, plus de pouvoir, sans fin, sans fin, sans fin. Et donc, Wexner en rajoute, il dit que son D-book fait partie intégrale de son génie en matière de business. Wexner en rajoute encore, son D-book le garde out of balance, donc il est toujours émotionnellement comme pris à partie, et il traîne derrière son D-book littéralement. Souvent, son D-book est dominant pendant que la vraie personne, Leslie Wexner, est en retrait. Ça, c'est lui-même qui explique ça. Donc, ce qu'on découvre à travers l'article, c'est qu'il s'identifie plus à travers son D-book que sa personne lui-même. Donc, dernier paragraphe cité par Whitney Webb. Les Wexner picks up his heavy black case and flies off in his Challenger with his D-book sitting next to him, taunting and poking him with impatience. That little demon he really loves. The D-book turns his face. What does he look like? Me, says Leslie Wexner. Donc c'est pire, c'est un peu comme le Faust de Goethe. Ça me fait penser à ça. Mais donc ça en dit long sur le personnage Leslie Wexner. C'est un je pense pas que c'est de la schizophrénie, je pense que c'est plus de la psychopathie. Je pense que c'est plus un psychopathe. Il y a peut-être un dédoublement de personnalité, mais je pense que c'est plus vraiment c'est fou. C'est fou. Il se voit, il se projette lui-même comme étant une entité possédée. C'est intéressant. 14.2, l'origine de la fondation Wexner. C'est difficile de connaître la vraie origine de la fondation. Sur le site web, on dit en 1983, en même temps que l'autre fondation, Wexner Heritage Foundation. En 2001, sur la notice nécrologique de la belle-mère de Wexner, de Bella, la mère de Wexner, c'est écrit que la fondation Wexner a été créée avec son fils en 1973. Donc, on a deux dates différentes, une décennie différente. Je vous avais expliqué que la première conseillère spéciale de Leslie Wexner, c'était sa mère Bella. Et quand Jeffrey Epstein est arrivé, il y a eu une petite guerre pendant à peu près, je dirais, une demi-décade. Et c'est Jeffrey Epstein qui a pris le contrôle de tout ce qui s'est passé dans la vie à Leslie Wexner. Sa mère, Bella, qui était secrétaire à la fondation, comme chez l'organisation, la business à Leslie Wexner, son fils, de Limited. Sur le site web de la fondation Wexner, on dit que l'objectif, la mission, le purpose de la fondation, c'est Assist Emerging Professional Jewish Leaders in North America and Mid-Career Public Officials in Israel. Donc, assister des professionnels émergents, des leaders juifs professionnels émergents en Amérique du Nord et des fonctionnaires en milieu de carrière en Israël. Oh, intéressant. Aussi sur le site web, on voit que ça a été créé quand Wexner reached the conclusion that the Jewish people needed most
reached the conclusion that the Jewish people needed most at that moment was stronger leadership. Donc, ce que les Juifs avaient besoin de plus entre 73 ou 80, là, quelque part dans ces décennies-là, là, il fallait qu'ils construisent ces fondations-là pour éduquer des leaders juifs en Amérique du Nord et en Israël. Donc, les deux fondations, le but, c'est d'influencer, de construire une guilde de leaders, fonctionnaires, businessmen, espions, trafiquants, vendeurs d'armes, juifs, sionistes. Donc, on veut des gens, des assets, des opérateurs. Est-ce que vous vous rappelez la différence entre les deux? L'opérateur dirige des assets, des assets. Tu peux être asset et opérateur en même temps. Tu peux être purement asset. Tu peux être opérateur indépendant. Tout est possible. Donc, l'opérateur, c'est lui qui est derrière la scène puis qui dispatche ses assets pour des tâches. Des fois, il peut aussi aller sur le terrain. Le asset, lui, c'est lui qui est spécialisé pour une tâche en particulier, compartimentalisée pour éviter que la cellule de l'opérateur soit toute brûlée si lui se fait pogner. C'est plausible deniability. Donc, c'est des guerres clandestines secrètes. Donc, ils veulent des gens, des leaders dans la finance, le gouvernement et le renseignement. Ils construisent une cabale. Un des conseillers originels de la Fondation Wexner s'appelle Robert L. Hiller, ancien du Council of Jewish Federations and Welfare Funds. Il était VP exécutif. Dans le Baltimore Sun, on parle de Robert L. Hiller en tant que non-profit leader who helped develop community fundraising strategies and was active in the Soviet Jewry movement. Donc, un activiste d'extrême gauche présent dans les mouvements soviétiques juifs et qui a développé des stratégies de financement communautaire, donc avec des NGO à Baltimore. Il était aussi dans l'exécutif du Community Chest of Metropolitan Detroit. Donc Baltimore et Détroit, intéressant, deux villes qui ont été détruites entre les années 70 et 90. Donc lui il était là en 48. Il était à Détroit pour aider à amener ensemble les corporations comme General Motors à créer des groupes de services sociaux sous un parapluie organisationnel, un précurseur des levées de fonds collectives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc Robert L. Hiller, c'est le pionnier du financement communautaire via des fondations. C'est intéressant à savoir, hein? En 1950, il était directeur associé dans la Jewish Community Federation of Cleveland. Donc, Cleveland, un autre endroit qui était présent. En 1956, il joint le United Jewish Federation of Pittsburgh. Pittsburgh, une autre place. En 1964, il s'en va à Baltimore. Dans son autobiographie, il se vante d'avoir été pris en photo avec tous les premiers ministres israéliens de David Ben-Gurion à Menachem Begin, qui était le premier ministre actuel. Donc, tous les premiers ministres de l'histoire d'Israël ont été pris en photo avec ce gars-là. C'est un sioniste de haut calibre, Robert L. Hiller. Donc, en fait, Robert L. Hiller, premier conseiller spécial de la Fondation Wexner, c'est le matchmaker de la Fondation, parce que je vous rappelle, on veut aider à développer des leaders, donc on les éduque,
puis après avoir recruté et éduqué le leader ou rééduqué le leader, tu le matches dans un spot de fonctionnaire, de politicien, de businessman. Donc, c'est comme un service de... c'est comme Tinder, mais pour les entreprises sionistes. Donc, Robert L. Hiller, spécialisé en tant qu'activiste dans les organisations de communautaires juifs, évidemment. Wexner va donc aller chercher ce conseiller-là pour aller meubler certains besoins dans la communauté juive sur la planète. Wexner va ensuite copier le modèle d'affaires pour la business, le gouvernement et le renseignement. Robert L. Hiller, quelques exemples. Il a recruté Larry Moses. Comme assistant au rabbin Maurice Corson. Donc, le rabbin Maurice Corson, il a besoin d'un assistant. Et là, comme conseiller de la Fondation Wexner, Robert L. Hiller va rencontrer Larry Moses. On a vu probablement son fils dans le montage. Il recrute Larry Moses dans son projet d'éducation. Il le match avec le rabbin. Deuxième exemple, Fern Cattleman, qui finira chez Wexner, assistant de Larry Moses. Et ensuite de ça, quand Larry Moses va être indépendant, il va être son assistant. J'ai oublié de rajouter que Maurice Corson, qui est allé chercher son assistant Larry Moses, va être un cofondateur de la Fondation Wexner en 83 c'est sur le site web. Autre société juive mentionnée où Wexner et Hiller vont plugger des gens, le United Israel Appeal of Canada et la société B'nai B'rith, la société juive secrète, fraternité juive, dont j'ai parlé au chapitre 10. Donc, après quelques années, comme conseiller spécial de la Fondation Wexner, Robert A. L. Hiller va être remplacé par Philip Bernstein. Philip Bernstein, ancien exécutif du Council of Jewish Federations and Welfare Funds. Encore une fois, c'est la même gang. Là, maintenant, on va creuser un peu plus l'histoire du rabbin Maurice S. Corson, comment il s'appelle? Hiller a plugué un assistant. Là. Donc, Maurice S. Corson, c'est un rabbin très connu à l'époque. C'est un éducateur juif. Associations Jewish Welfare il y a plein d'associations liées à des aides sociales juifs. Il a été ordonné rabbin en 1960. Il a fait son séminaire au Jewish Theological Seminary. Il est allé à l'université de Cincinnati, gradué en 1955. En 1964, il a été président du Religious Education Societies de Seattle. De 1964 à 1966. Dans les années 60-70, il était très présent dans la Zionist Organization America à Atlantic City. Il a été rabbin senior à la Chizuk Amuna, la congrégation Chizuk Amuna, de 76 à 79. Ensuite de ça, Robert L. Hiller l'aide à trouver un poste au United Israel Appeal of Canada. Ensuite de ça, il rentre à la société secrète Fraternité juive B'nai B'rith. Encore une fois, chapitre 10, si vous voulez avoir plus de détails sur cette société secrète. Ensuite de ça, il a été directeur du développement international à la société secrète B'nai B'rith.
pour le chapitre de la ville de New York, de 80 à 85. Faisons un petit flashback. Chapitre 3, chapitre 10, chapitre 13, on a parlé du Board of Overseers de B'nai B'rith à New York. Très clé, c'est très clé. Quand Maurice Corson arrive à New York, 80, étrangement, l'année où Ronald Reagan devient président des États-Unis et que le vrai président devient le directeur de la CIA, William Bill Casey. Donc la même année où ça arrive, le rabbin Maurice Corson arrive il devient directeur du développement international B'nai B'rith dans la ville de New York pendant 5 ans. Sur le Board of Overseers à New York, je vous en avais parlé, Edmond Safra, le banquier BCCI mort asphyxié dans un incendie mystérieux à Monte Carlo, Monaco. Probablement à cause de certains intérêts russes qui ont voulu le faire disparaître. Ou bedon ses anciens employeurs américains ou israéliens sionistes qui ont voulu le faire disparaître. Deuxième individu intéressant sur le Board of Overseers de la Société secrète B'nai B'rith à New York, Edgar Bronfman, le baron du whisky canadien, oligarque canadien sioniste. Troisième individu marquant dans le Board of Overseers de la Société secrète B'nai B'rith à New York, le mentor de Leslie Wexner, Max Fisher. Et oui, c'est très bon. C'est là, selon le site web, que Wexner va persuader Maurice Corson à cofonder la Fondation Wexner avec lui. Maurice Corson va quitter B'nai B'rith pour la Fondation Wexner. Il va être membre, il va revenir à B'nai B'rith plus tard comme membre du Executive Committee of B'nai B'rith Hillel Commissions à Washington en 1987. Donc, un petit mouvement de personnel. Autre conseiller original de la Fondation Wexner avec Maurice Corson et Robert L. Hiller. Donc, on est rendu à 3. Charles S. Liebman, né en 1934 dans la ville de New York. C'est un expert de la science politique. Et évidemment, c'est un juif sioniste. Il est allé à l'université Bar Ilan. Il s'autoproclame d'une famille sioniste depuis les années à peu près, il disait 50 ou 60, avant que ça devienne cool. Connu pour un essai de sciences politiques. En fait, 2 essais, mais là, le premier à l'époque, le premier qui l'a fait connaître, c'est l'orthodoxie dans la vie américaine. La vie américaine. Donc ça, c'est un juif américain qui parle de pratiques religieuses orthodoxes. Donc, l'inverse de modéré. On s'entend? En 1983, l'année de la création de la Fondation Wexner, il publie un essai très controversé. L'extrémisme comme norme religieuse. Je cite l'essai, puisqu'il a été cité par Whitney Webb. L'extrémisme religieux est la norme et, en fait, c'est pas l'extrémisme religieux, mais la modération religieuse qui requiert une explication. Donc, il inverse le problème que les gauchistes font souvent. Ils nous disent souvent c'est pas tous les musulmans, hein? Not every musulman.
quand il y a des attaques terroristes, ben, ça, c'est un peu comme du Zemmour. Il explique qu'en fait, l'extrémisme religieuse, dans toutes les religions, c'est la norme et c'est l'inverse qui demande une explication. Et là, il explique pourquoi l'extrémisme religieux, c'est la norme et non pas l'inverse. Puisque se commettre au niveau religieux, c'est se commettre de manière totale. Tu peux pas te commettre à moitié pour ton Dieu. Et puisque ça amène un comportement qui est par définition moral, donc un comportement qui définit le bien et le mal, l'adhérence religieuse devient un critère qui peut être évalué par les autres. Et donc, si tu es un individu qui se commet religieusement, tu vas expérimenter une répugnance morale associée si tu t'associes avec des gens qui n'adhèrent pas à ta pratique religieuse. Ça se défend. Mais c'est très controversé de dire ça parce qu'en fait, je suis un peu d'accord avec ce que Idriss Aberkan y explique. On en parle souvent de ce temps-ci avec le conflit israélo-palestinien. On se dit souvent, faut quand même que j'accepte des différences parce que sinon, on descend de la vie civile à une vie qui redevient tribale, clanique, féodale. Tu sais, allez jouer à Crusaders Kings 3. C'est un jeu génial, là. Tu regardes la planète au Moyen-Âge, tu as à peu près 3 types de régimes politiques. Tu as le régime féodal, qui est surtout en Europe. Ça s'étend un peu, mais c'est surtout en Europe. Tu as le régime tribal puis le régime clanique. Ça dépend un peu partout, c'est où ce que tu as des clans, où ce que tu as des tribus. Tribus nomades, clans plus sédentaires en général au Moyen-Âge. Mais si on descend de l'État-nation, si on se décivilise, on revient vers ces logiques-là. Féodal, tribal, clanique. C'est comme ça que vous devriez comprendre l'impact de la parole du Christ, l'impact de la Bible, des textes de la Bible, des éditions de la Bible. Ça a été de construire une culture occidentale chrétienne qui permet l'État-nation, l'égalité devant la loi, le bon samaritain, l'aide sociale. C'est tout ça ensemble. C'est comme c'est des bénéfices qu'on voit pas. On les voit seulement quand on se décivilise. Le texte a été critiqué car il justifie l'extrémisme au niveau religieux à l'intérieur d'Israël. Parce que c'est ça ce qui se passe. Si on revient vers le clan, la tribu, le féodalisme, le critère politique ne devient plus perceptible. Ce qu'on perçoit, c'est la différence, donc la différence religieuse, culturelle, civilisationnelle. Donc, si on n'est plus capable de voir, par exemple, le conflit israélo-palestinien comme étant un conflit politique pour déplacer et faire un génocide de population, si on n'est plus capable de voir ça, ce qu'on voit, c'est le djihad, la croisade, la guerre civilisationnelle, le grand remplacement. On fait un focus là-dessus. Et là, tout le monde devient emballé émotivement sur la couleur de peau et l'origine ethnique religieuse. Et on se décivilise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon raisonnement et celui de Idriss Aberkan. Dites-le dans le chat. Donc, en mars 2003, le rabbin, c'est ça, on est en... Non, c'est Charles S. Liebman gagne un prix
un prix israélien. Il meurt la même année, en septembre 2003, juste après l'invasion en Irak. Clin d'œil. C'est un petit, un petit indice pour la question que je vous ai posée. Là, quelle était la guerre de Leslie Wexner? Donc, quatrième conseiller originel de la Fondation Wexner. Mais là, cette fois-ci, c'est un conseiller de la Fondation Héritage. Donc, Wexner Heritage Foundation. C'est le cofondateur de cette fondation-là. Et il a été président pendant 10 ans. Un autre rabbin, le rabbin Herbert A. Friedman. Sur le site web de la Wexner Heritage Foundation, c'est écrit que la fondation a été créée pour renforcer les leaders qui font du volontariat, qui font de l'activisme en Amérique du Nord pour les communautés juives. Pour ce faire, Wexner Heritage Foundation va fonder le Wexner Heritage Program. Le programme va proposer à des jeunes nord-américains juifs activistes, leaders juifs activistes nord-américains, on va leur proposer des programmes d'apprentissage intensifs de 2 ans qui va renforcer, deepening, leur compréhension de l'histoire juive, des valeurs juives, des textes juifs et enrichir leurs compétences de leadership. Herbert A. Friedman a servi durant la Deuxième Guerre mondiale comme US Army Chaplain, donc un ministre du culte dans l'armée américaine. Il a été le conseiller sur les affaires juives pour le général Lucius D. Clay, commandant des forces d'occupation d'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été recruté par nul autre que David Ben Gourion dans son groupe Haganah, la milice qui deviendra les forces de défense israéliennes, IDF. David Ben Gourion, à l'époque, qui était prédestiné pour devenir premier ministre israélien. Si vous voulez plus de détails là-dessus, chapitre 3, donc 3e podcast, partie 3. Selon le New York Times, le rabbin Friedman participe comme membre de la Haganah à l'opération Aliyah Bet, une opération clandestine de transport illégal de Juifs européens en Palestine pour coloniser la Palestine telle qu'on la connaît aujourd'hui. De 1954 à 1971, il va être le chef exécutif de la United Jewish Appeal. Il va lever 3 milliards de financement pour Israël à travers cette période-là. Et durant son mandat au United Jewish Appeal, comment il s'appelle déjà? C'est le rabbin Herbert A. Friedman, va évidemment s'associer à la Jewish Agency du mentor de Leslie Wexner, Max Fisher, afin d'aller chercher des candidats. Il a besoin de gens. Il ne peut pas tout faire lui-même. Donc, quand tu es le chef exécutif du United Jewish Appeal puis que tu veux des petits mandarins juifs, tu fais appel à la Jewish Agency de Max Fisher et lui, il te plug des assets et des opérateurs. J'ai parlé de Max Fisher la semaine passée et au chapitre 3 sur le narco-État qu'on appelle Israël. Donc, un autre conseiller de la Fondation Wexner lié à un autre, au mentor de Leslie Wexner lui-même, un des mentors. On rappelle que Max Fisher
le surnom que Leslie Wexner lui donne, c'est son petit rabbin économique, rabbin financier. Donc, il y a une équipe de rabbins qui lui donne des conseillers financiers. Un des plus gros donateurs de la Fondation Wexner, Wexner, durant les années 80, est un des plus gros donateurs du United Jewish Appeal en Amérique. Après l'ouverture de la Fondation Wexner, il devient vice-chairman du United Jewish Appeal. Leslie Wexner va utiliser ses plugs pour avoir des deals commerciaux, immobiliers, manufactures pour son entreprise de l'éméthode. Un exemple parmi tant d'autres, avec son accès, Leslie Wexner, dans le bureau du premier ministre israélien, il va pouvoir construire une manufacture de vêtements où dans les territoires occupés des plateaux de Golan, Golan Heights. Ça, c'est un territoire syrien en passant. La Fondation Wexner est aussi liée à l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, car la Fondation Wexner a payé 2,3 millions de dollars en recherche et conseil à Ehud Barak. Je vous ai parlé la semaine passée que, pas la semaine passée, avant, que Ehud Barak a été pris en photo allant dans les résidences avec des filles à Jeffrey Epstein. Chapitre 12, c'est là que j'en avais parlé. Les détails, dans le fond, de ce virement d'argent de la Fondation Wexner ont été rapportés en 2019 dans le Israel Today. Et c'est le journaliste Erel Siegel qui a fait ces révélations-là, si vous voulez aller chercher les articles. Alors, ça fait 1h10 et c'est la fin du segment gratuit de l'épisode. J'ai besoin de votre aide pour continuer ce travail-là parce que la fronde anti-rojdienne sur Lux Media se poursuit. Donc, il me reste presque plus de donateurs. Je vis simplement sur les abonnements mensuels, ce qui veut dire que je ne peux plus utiliser mon char sinon pour aller à l'épicerie. J'ai plus d'argent pour le gaz, pour aller à l'église, même pour couper mes cheveux, j'ai dû utiliser cet argent-là. Je m'excuse, François. Donc, j'ai des nouveaux abonnés. Merci à vous, John R. Pridmore. Je sais que c'est pas votre vrai nom, mais merci quand même. C'est très, très important. Je m'excuse si ça a pris du temps avant que je débloque votre compte. Gaël Porto, un autre pionnier de Lux Media. Digital Soldier. Nancy Ménard, une patricienne de longue date qui me soutient depuis des années maintenant. François Aubé. FA Construction à commercial@hotmail.ca. Son adresse courriel est dans la description du vidéo. Si vous voulez avoir une soumission viriliste, c'est un entrepreneur en construction dans la région de Montréal. Et si vous aidez son entreprise, vous aidez des gens qui sont de culture chrétienne. Merci à Jean Rouillard et merci à un autre abonnement anonyme qui a fait un abonnement annuel parce que mais il m'a dit je veux pas que tu dises mon nom. Très important parce que on se fait encore canceller partout. 14.3, donc 1h09. 14.3, développons des leaders avec la Fondation Wexner. Donc là, on est